Bon, je dois signaler la présence de M. Vallon, de l'association des amis d'Henri Vallon, des deux Henri Vallon d'ailleurs, et qui a participé aux activités de plusieurs organisations concernant le plan Langevin Vallon pour son 70e anniversaire, et qui nous fait le plaisir de participer à nos travaux. Je vous signale que il y a un document qui va pouvoir être distribué quant au travail de Serge Netchin et Gabi Netchin-Grimbert sur Henri Vallon et qui offre des conditions particulières d'achat pour le livre qu'ils auront écrit. Alors je crois qu'un certain nombre de personnes doivent nous quitter avant 6h30, donc je pense qu'il est peut-être plus raisonnable de continuer dès maintenant plutôt que de faire une coupure. Donc on ne maîtrise pas toujours la durée, n'est-ce pas? Donc je vais intervenir. J'aurais eu bien sûr beaucoup de questions à poser à Jean-Claude parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup passionné, mais je vais me limiter à intervenir sur ce qui était prévu, c'est-à-dire la conception de l'orientation professionnelle en débat entre Henri Vallon et Antoine Léon dans les années 50. Alors, je sais que les collègues ont une perspective historique extrêmement vaste, la mienne est extrêmement réduite, donc je vous demanderai de m'en excuser, mais nous avons souhaité, en tous les cas, moi je l'ai en tous les cas beaucoup demandé, limiter la période historique examinée, parce que je crois qu'il est important de préciser les choses au mieux. Alors je vais aborder un certain nombre de questions, 8 points différents. Donc j'aborderai d'abord les acteurs, Pierron, Vallon, Léon. Je donnerai quelques éléments sur le rôle d'Antoine Léon et Lignotop, sur le livre Psychopédagogie de l'orientation professionnelle, que j'ai apporté, et j'essaierai la plupart du temps de vous montrer la chose, parce que ça permet de prendre le contact. J'aborderai en 4e point ce qui pose problème dans la préface d'Henri Vallon, les désaccords entre Antoine Léon et Henri Vallon. En 5e point, les relations entre Antoine Léon et Henri Pierron. 6e point, Henri Vallon et Henri Pierron. 7e point, qui est peut-être, disons, 8e avec les études sur Henri Vallon et l'orientation, et Henri Vallon et l'orientation professionnelle, qui est peut-être, disons, ce qui devrait être l'essentiel de mon exposé, mais qui n'arrive qu'à la fin. Et ensuite, je vous présenterai une conclusion. Alors, mon exposé est fait des éléments parfois assez disjoints, d'une recherche en cours. Je vous demande de m'excuser parce que parfois ce sera de l'ordre du témoignage, souvent des études de texte, parfois ce seront des préalables très longs mais que je trouve indispensables. Et avant d'aborder l'orientation professionnelle de ces années, qui est l'objet principal de l'exposé, donc dans les années 40-50, et surtout les années 50, et de comprendre le caractère un peu énigmatique de la préface d'Henri Vallon, qui approuve et d'une certaine manière condamne le livre d'Antoine Léon, ces aspects ambigus dont parle Denis Lemercier dans son étude, je me demande comment, moi, faire entendre le bruit, la fureur et la violence. Bon, Jean-Claude vous a donné quelques éléments déjà, mais la violence de cette époque, essayer de faire un double effort, se transporter en 1955, j'avais que 14 ans, bon, je n'étais pas encore majeur, et puis essayer d'oublier un petit peu ce qui s'est passé depuis 1956. Alors, c'est sûrement le plus difficile, parce qu'évidemment les acteurs de l'époque ne savaient pas ce qui allait se produire ensuite. Bon, c'est une banalité, mais elle est très importante pour comprendre l'histoire. Alors depuis peu,
dans cette année 1955, je vais m'attacher particulièrement à cette année-là, et j'expliquerai pourquoi. Depuis peu, au début des années 50, c'est la guerre froide qui impose la confrontation de deux blocs en tous les domaines. C'est la guerre, à la fois en Corée et en Indochine, avant de se déclencher en Algérie. C'est une guerre qui figure un passé qui est encore très très présent et qui pour beaucoup va être le seul horizon de ces années. Alors pourtant, et de manière tout à fait contradictoire, et il faut en tenir compte, nombreux sont ceux qui pensent, parmi les communistes, qui joueront un grand rôle dans mon histoire et dans l'histoire de cette époque, qui pensent, du fait de la résistance et de leur rôle dans la bataille de la production, ils pensent que la prise du pouvoir est proche. Alors il faut se souvenir que le PCF, aux élections législatives de 1951, recueille près de 5 millions de voix et plus de 25% des suffrages. Il est en baisse par rapport à 1947, mais c'est encore un parti qui est le premier parti de France. Que le 5 mars 1953, pour citer une anecdote, lors de la mort de Staline, les députés français, à la quasi-unanimité, respectent une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ce qui, évidemment, fait partie des événements historiques dont on ne parle plus, bien sûr, aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a un célèbre appel, l'appel de Stockholm, qui a d'ailleurs été signé par Jacques Chirac, mais bon, à l'époque, il était très jeune, et qui est un appel pour l'interdiction de l'arme atomique, et qui a recueilli entre 10 et 15 millions de signatures en France, collectées essentiellement par des militants communistes. Alors ça, c'est un peu l'époque. Plusieurs événements permettent d'appréhender aussi l'époque. Un philosophe à l'époque, Georges Canguilhem, en 1956, sous le titre « Qu'est-ce que la psychologie ?», conclut son exposé en invitant le psychologue à se décider entre le Panthéon et la préfecture de police. À l'époque, Maurice Reclin, futur successeur d'Henri Pierron à la direction de l'INETOP, dialogue durement, le dialogue dur était des deux côtés, il dialogue durement avec les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes communistes, et il conclut ainsi une lettre qui a été reproduite dans la revue La Raison. La psychologie bourgeoise, entre guillemets, a certes beaucoup de défauts, mais elle a au moins une qualité, c'est d'exister. On voit le niveau du débat. C'est l'époque où un philosophe communiste, sous les titres de la psychotechnique à la sociologie policière, dénonce Henri Pierron, accusé de soutenir que, et je cite, la hiérarchie sociale du capitalisme se trouve justifiée par une prétendue hiérarchie intellectuelle fondée sur les tests psychotechniques. C'est à l'époque aussi, mais j'y reviendrai, où Henri Pierron, directeur de l'INETOP, en 1952, veut imposer aux élèves communistes de l'Institut, futurs conseillers d'OP, dans ce même amphithéâtre, où les deux promotions étaient réunies, de choisir entre leur parti et leur formation. Je reviendrai. Alors, les acteurs, pour vous donner quelques éléments sur Pierron, Vallon et Léon, que vous connaissez, mais bon, peut-être que certains les connaissent moins bien. Pour ça, mon histoire n'est pas une histoire à deux personnes, mais plutôt à trois. Je donnerai les essentiels éléments de leur parcours. Alors, Pierron, 1881-1964, né à Paris, au quartier latin, comme beaucoup le savent, à l'angle de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, le 18 juillet 1881, agrégé de philosophie, donc c'est les psychologues philosophes, n'est-ce pas? Docteur en sciences naturelles en 1912, professeur au Collège de France de 1923 à 1951, fondateur de l'Institut de psychologie 1920 et de l'INOP en 1928 et directeur de l'INETOP de 1928 à 1962, président du GFN de 1931 à 1933 et vice-président de la commission Langevin-Vallon entre 1944 et 1947.
Henri Vallon, 1879-1962, né à Paris, au quartier latin, le 15 juin 1879, élève de l'école normale supérieure. Vous savez à quel point le milieu universitaire vit des différences de formation et de qualification, n'est-ce pas? Donc c'est bien sûr très important. Agrégé de philosophie en 1902, docteur en médecine 1908, chargé de cours à la Sorbonne 1920-1937, docteur ès lettres 1925, professeur à l'INOP, INETOP 1929-1949 et au Collège de France 1937-1949. Président du GFN 1933-1935, secrétaire général à l'éducation nationale en 1944, donc à l'équivalence d'un ministre, député communiste de Paris en 1946, président de la commission de réforme de l'enseignement 1946-1947. Alors Antoine Léon, que vous connaissez probablement moins, 1921-1998, né à Alger le 1er octobre 1921, instituteur en 1939, participe à la Seconde Guerre mondiale de 1942 à 1945 et obtient le diplôme de conseiller d'OP en 1947. Il travaille ensuite 10 ans au service de recherche de l'INETOP, universitaire à partir de 1957 à Toulouse, Paris, Nancy. Il devient professeur à l'Université Paris 5 de 1970 à 1985. Alors, ne pouvant citer l'ensemble, alors le rôle d'Antoine Léon à l'INETOP, ne pouvant citer l'ensemble de ses recherches et travaux, il y a de très très nombreux articles. Je me limiterai à donner une idée de son rôle dans ces années 1950 à partir de 2 témoignages de l'époque. Ça me semble plus intéressant que les analyses rétrospectives. Alors le premier, c'est une pétition qui a été adressée au directeur de l'INETOP en 1955 pour protester contre le fait qu'il était le seul à ne pas être proposé pour une promotion au grand choix parmi ses 9 collègues du service de recherche de l'Institut. J'y reviendrai brièvement. Alors ils écrivaient: les références aux publications d'Antoine Léon, signalées dans les articles de nombreux collègues, témoignent du retentissement de ses travaux dans les milieux de l'OP. En particulier l'expérience qu'il a acquise au centre d'apprentissage annexé à l'NNA, où nous croyons savoir que son travail est très apprécié et qu'il l'a relaté dans son diplôme d'études supérieures de 1952. Alors, ça avait d'ailleurs suscité aux Journées nationales d'études de 1954 une intervention d'Henri Pierron qui rappelait qu'il fallait informer les enfants et les familles. Et je cite que c'est l'aspect éducatif de la tâche des conseillers d'orientation. Et nous estimons qu'Antoine Léon a grandement contribué aux efforts extrêmement intéressants dans cette voie, faits à l'INOP. L'expérience de l'initiative d'information réalisée à l'INOP revient pour la plus grande part. C'est lui qui, en outre, en a élaboré le plan. Enfin, il a pris une part importante à sa réalisation, ayant eu la charge pendant 2 années consécutives. Il a obtenu un plein succès auprès des enfants et des familles, pour ne citer que quelques chiffres, parce que vous savez que dans nos bilans d'activité, on a besoin de chiffrer les choses. Rappelons que 2 tiers des élèves de sa classe ont effectué les visites volontaires d'écoles professionnelles organisées le jeudi, pourcentage non égalé dans les autres classes, que les parents des élèves de sa classe invités à venir à l'INOP, d'abord pour une causerie d'information collective, puis pour les conseils individuels, se sont présentés dans des proportions de 95 à 100%. Ainsi, et c'était la conclusion, apparaît-il très clairement qu'Antoine Léon a suscité un très grand intérêt pour l'OP de la part des élèves et de leurs familles. Alors, le second document est un article de Maurice Reclin qui figure dans le numéro du BINOP du 25e anniversaire de l'Institut de 1953. Et Maurice Reclin, qui était alors directeur du service de recherche avant d'être directeur de l'Institut, écrivait: le rôle important de l'information plus ou moins complète des candidats au moment du choix professionnel a été mis en lumière par ce travail. En collaboration avec nos collègues du centre d'OP de l'Institut, nous avons essayé de suivre expérimentalement les modifications du choix professionnel primitif des élèves
de 4 classes de FEP, Fonds d'études primaires, à qui nous apportions des éléments d'information de plus en plus nombreux sur un certain nombre de métiers. Ce dernier travail et les observations plus générales sur l'adaptation des élèves ont exigé que l'un d'entre nous, et je pense que c'est Antoine Léon, s'intègre de façon étroite à la vie d'un CA, centre d'apprentissage, se chargeant d'un enseignement régulier, moral, organisant, alors c'est assez curieux de voir un conseiller donner des cours de morale, mais bon, je pense que c'était un petit espace qu'il avait dans des cours assez techniques, n'est-ce pas? Organisant des cours de rattrapage, rencontrant chaque semaine les autres professeurs, enquêtant à domicile auprès des familles, apprenant lui-même, en même temps que les apprentis, les rudiments du métier de fraiseur. Antoine Léon avait voulu passer le CAP de fraiseur. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a toute sa vie été reçu le premier à tous les concours qu'il a passés et qui a malheureusement échoué à ce CAP de fraiseur. Alors évidemment, pour toute une série de raisons, la première étant que voir cet homme d'âge mûr passer son CAP avec les jeunes de l'enseignement technique. Et puis autre difficulté, mais que vous connaissez bien, c'est qu'en général, les machines sur lesquelles on passe ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles on apprend, ce qui pose d'énormes problèmes. Bon. Donc ça, c'est un peu un témoignage de ces activités multiples. Alors, le livre Psychopédagogie de l'orientation professionnelle, il paraît en 1957 aux presses universitaires de France avec une préface d'Henri Vallon. Mais on sait à partir de leur correspondance que le manuscrit était prêt pour la publication en 1955. C'est pour ça que je me suis centré sur 1955. Donc, un an après la quasi-interruption de l'expérience des psychologues scolaires, et je pense que cet événement jouera un certain rôle, ce livre est pour moi et pour d'autres aussi le livre le plus important de l'histoire de l'orientation au XXe siècle, qu'elle soit professionnelle ou scolaire, parce qu'il ouvre la possibilité d'une nouvelle orientation et la constitution d'une psychologie de l'orientation de l'éducation nationale, et cela avec le paradoxe d'une caution et d'un désaveu d'Henri Vallon, qui était philosophe, médecin, psychologue et militant reconnu comme Antoine Léon du Parti communiste français. Alors pour en parler, je partirai de deux approches opposées de ce livre. D'abord celle de Jean Guichard, professeur des universités et directeur de l'INETOP en 1997, et celle d'Henri Vallon dans sa préface. Cela fera ressortir par contraste le caractère un peu intrigant du texte d'Henri Vallon. Alors Jean Guichard écrit, je cite, « C'est en 1957 que fut systématiquement développée, certainement pour la première fois en France, une conception radicalement nouvelle de l'orientation. Antoine Léon publie en effet au PUF un court traité qu'il intitule « Psychopédagogie de l'orientation professionnelle ». Cet ouvrage est à l'orientation professionnelle ce que fut la révolution copernicienne à l'astronomie. Les idées fondamentales de l'orientation éducative d'aujourd'hui se trouvent toutes dans la psychopédagogie de Léon. Donc il avait 40 ans d'avance. Alors j'ajoute un élément plus personnel que quelques années avant sa mort, donc en 1991, suite à la parution du livre de Jean-Pierre Magnier et Claude Pernin, que certains d'entre vous connaissent, Un métier moderne de conseiller d'orientation, Antoine Léon a été amené à défendre ses travaux dans une note sur l'histoire de l'orientation professionnelle en France, qui a été publiée par la revue Histoire de l'éducation, note dans laquelle il a refusé ce qui lui semblait une caricature, et qui l'est en effet. C'est une caricature dans la mesure où Jean-Pierre Magnier, qui était quelqu'un que j'ai bien connu, avec lequel j'ai beaucoup dialogué, qui est disparu, qui était bien trop tôt, qui était un militant de l'école émancipée, avec lequel moi, en tant que militant Unité Action, évidemment, j'avais des différences. Avec Rubon,
de faire état de l'orienteur Staline, ce qui est évidemment une facilité de plume et de scandale assez facile, et de résumer un peu ce qui s'est passé à l'époque sous ce titre-là. Alors, il avait publié cette note en expliquant que la conception, alors je cite, la conception éducative de l'orientation a eu aussi et surtout sa traduction sur les plans théoriques, expérimental et pratique. C'est-à-dire que ça n'a pas été une injonction de la direction du Parti communiste qui a fait le livre Psychopédagogie de l'orientation professionnelle. Alors, j'ajoute une note encore plus personnelle, comme quoi j'ai beaucoup de choses personnelles à dire, c'est que lors de la parution de l'article de Jean Guichard, j'en ai adressé une copie à Antoine Léon. C'était en janvier 1998, quelques mois avant sa mort, et il m'avait répondu « Antoine Léon vous remercie vivement d'avoir pensé à lui adresser une copie de l'article de Jean Guichard dont il ignorait qu'il fût l'actuel directeur de l'INETOP. Il ne vous étonnera pas en vous disant qu'il a été agréablement surpris par les éloges, sans doute excessifs, visant un ouvrage publié il y a 40 ans et qui représente le terme de la seconde étape de son parcours professionnel. » Alors j'ai su, lors de ses obsèques, par son frère Louis, qui est souffrant et n'a donc pas pu venir assister à notre rencontre aujourd'hui, la joie qui avait été la sienne de voir reconnu, 40 ans après, ses travaux, qui passaient en 1954 comme des travaux destructeurs de la profession. Alors, je parlais d'un deuxième texte, c'est la préface d'Henri Vallon. Alors, Henri Vallon, qui était quelqu'un de fort aimable et qui a préfacé de nombreux ouvrages, je ne sais pas s'il a refusé de préfacer des ouvrages, j'ai l'impression qu'il était extrêmement aimable. Il a, dans cette préface, rédigé un texte qui a souvent été cité par les psychologues scolaires qui voulaient se distinguer des conseillers d'orientation professionnelle, et donc ce texte a eu une très grande histoire de ce point de vue, et que je vous cite: « Faut-il admettre une parité de rôle entre l'orienteur et le psychologue scolaire, de telle sorte que l'un pourrait suppléer l'autre quand celui-ci ferait défaut? Je ne le crois pas. Je crois au contraire que la confusion ne serait pas sans inconvénient pour la structure et pour les buts de l'enseignement. » On peut considérer que ce passage, bien particulier, constitue une forme de réponse à ce qu'écrit Antoine Léon, que je cite. « Après avoir analysé les objectifs et les tâches pédagogiques de l'orientation professionnelle, il nous paraît difficile de découvrir entre cette institution et la psychologie scolaire une opposition doctrinale ou une divergence dans la direction générale des activités. » Alors bien sûr, Antoine Léon n'évoque pas la possibilité de remplacer un professionnel par un autre, mais il dit au moins qu'ils sont très très proches et très apparentés. Alors, la question que je vais me poser, et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de comprendre pourquoi cette préface d'Henri Vallon. Parce que, comme vous le savez, les préfaces ont pour but en général de faire l'éloge ou de présenter le travail d'une personne qu'on estime. Bon, en tous les cas, moi c'est comme ça que je la conçois. Hein. Et donc là, il y a un caractère un peu particulier. Alors, c'est essentiellement à cette question-là que j'ai voulu répondre. Et je n'ai pas la possibilité, et je n'ai pas voulu aller très au-delà. Hein. Parce que cette question-là m'intéressait particulièrement. Hein. Bon, mais je comprends bien qu'on puisse s'intéresser à d'autres questions. Alors, j'en ai déjà parlé en 1982, que j'essaye de parler de mes activités.
dans un très court texte qui avait eu l'intérêt d'être publié ultérieurement dans le bulletin de la COF et la revue Psychologie scolaire, qui s'appelait La création du corps des psychologues scolaires en 1944 et la question des aptitudes et de la division du travail. C'était à l'époque où je travaillais avec Jean-Pierre Serre, Yves Clos et d'autres à l'Institut de recherche marxiste. Alors ce livre, ce tout petit livre, dans ce tout petit livre, il commence par décrire et commenter l'évolution des conceptions de l'orientation professionnelle en France. Une sorte d'histoire de l'orientation professionnelle qui est habituelle dans les ouvrages où on se cherche un passé, on se cherche une tradition. Et Antoine Léon a fait ce travail assez souvent pour justifier et pour étayer, bien sûr, ce qu'il apportait de nouveau, en le rattachant à une histoire. Alors, cette histoire, elle correspond à l'opposition de deux conceptions. C'est entre parenthèses, c'est une histoire qui me semble à moi extrêmement intéressante et qui ouvre beaucoup de perspectives dans l'analyse. Il y a donc deux conceptions, une conception diagnostique qui se rattache à Alfred Binet et qui comprend, comme vous le savez, trois propositions: connaissance de l'enfant, analyse de la profession, adaptation des deux. On n'a rien trouvé de bien nouveau depuis. L'autre est une conception éducative qui peut se définir, et là je cite, par la notion de participation active de l'enfant à la construction de son avenir professionnel. Dans un deuxième chapitre, il analyse les conditions du choix professionnel. Dans un troisième, les objectifs éducatifs et les formes pédagogiques de l'orientation professionnelle. Une quatrième, qui est intéressante peut-être à développer, où il aborde les moyens pédagogiques de l'orientation professionnelle, les programmes scolaires, les films et visites d'établissement, l'information des maîtres. Alors, tout ça était des éléments très nouveaux à l'époque. Bon, évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment des banalités. L'information des maîtres, de la famille, du grand public, l'intégration des moyens d'information dans un programme d'ensemble. Et la cinquième développe les résultats de quelques contrôles psychopédagogiques. Parce que dans le plan Langevin-Wallon, par exemple, la psychologie scolaire est introduite comme un contrôle psychologique. C'est-à-dire que c'est le terme de contrôle qui est indiqué. Alors, qui donne un sens aujourd'hui assez particulier, parce que le fait d'être contrôlé a une image quand même assez négative. Parce que si on a besoin d'être contrôlé, c'est que les choses ne sont peut-être pas parfaites. Et donc, dans l'orientation professionnelle, c'était un souci à l'époque extrêmement important, c'est-à-dire qu'on avait une activité, mais on voulait en permanence montrer son efficacité, son effectivité et ses résultats. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à faire un discours et puis à passer à un autre discours, mais à voir les effets que ça produit. Et je crois que c'était un souci extrêmement important. Alors, ça c'est le cinquième chapitre. Et il concluait ce livre de la manière suivante, qui ouvre quand même pas mal de perspectives. L'intervention du conseiller contribuerait à réaliser l'idéal d'une orientation professionnelle continue. Elle faciliterait ainsi l'autodétermination d'individus capables de s'adapter au monde du travail en participant consciemment aux transformations techniques et sociales qu'impose tout progrès. C'est-à-dire des jeunes qui soient à la fois des hommes, des citoyens et des futurs travailleurs, comme c'était dit vivement à l'époque. Alors, dans cette préface d'Henri Wallon, il y a toute une série de points de désaccord avec le livre même d'Antoine Léon. Il y en a, j'en ai noté au moins 17. Bon, je vous ferai grâce de la totalité, mais c'est quand même très frappant. Il m'est arrivé, dernièrement en le relisant,
de me demander... Alors, il faut savoir aussi, bon, j'ai oublié de le dire, c'est que Antoine Léon, qui était un jeune conseiller, envoyait à Henri Vallon ses articles pour avoir son avis. Et donc on a les restes d'une correspondance d'Henri Vallon approuvant les articles d'Antoine Léon. Hein. Alors, les circonstances exactes de cette préface, je ne les ai pas, bon, parce que j'ai recueilli les archives d'Antoine Léon et donc j'ai évidemment beaucoup d'éléments. Alors, il y a bien sûr beaucoup de ces textes d'Henri Vallon, beaucoup de passages sont contestables. J'en citerai que quelques éléments. Donc, il dit que l'OP, c'est l'œuvre de Pierron, Laugier et Fontaine, qui sont reconnus comme les fondateurs. Alors, la thèse de Léon, c'est qu'il y a au départ deux courants. Et Vallon fait uniquement référence au courant scientifique, au courant diagnostique, le courant reconnu des universitaires. Le courant des praticiens passe à la trappe. Il dit que l'OP a évolué sous l'influence de son propre développement, ce qui pour des auteurs marxistes, une institution qui évolue d'après son propre développement, fait quand même un peu curieux. Antoine Léon parle des impératifs économiques et sociaux. Henri Vallon parle d'Antoine Léon comme un technicien de l'OP. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les acteurs de l'OP étaient des techniciens. C'est-à-dire que les psychologues, c'était des agrégés de philosophie, docteurs en médecine, et les praticiens de l'OP, c'était des techniciens, ce n'étaient pas des psychologues. Hein. Bon, il a fallu attendre au moins les années 60-70 pour que la psychologie cesse d'être une psychologie des agrégés et des médecins. Alors, il parle aussi du fait que l'OP s'est développé à partir de ses propres expériences. Il ne met pas du tout en valeur le fait que le livre d'Antoine Léon est aussi l'œuvre d'un certain nombre de ses collègues. Et il y a eu dont Henri Chaudagne, qui aurait pu être parmi nous aujourd'hui, René Baquet, qui était aussi un conseiller, et puis une autre collègue, qui ont travaillé très efficacement pour un certain nombre d'articles. Ce n'était pas une œuvre individuelle. Alors, il dit aussi que la fabrication des tests n'a pas d'abord capté tous les soins des orienteurs. Il y a comme une histoire tronquée de l'orientation professionnelle. Alors, c'est évidemment tout ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Alors, pour le comprendre, j'ai essayé de faire un certain nombre de détours. Alors, d'une part, par les conflits entre Antoine Léon et Henri Pierron. Alors, je ne vais pas être exhaustif parce qu'à partir de 1951-52, les interventions d'Antoine Léon ont toutes marqué une opposition aux idées dominantes de l'OP de l'époque et donc à celles d'Henri Pierron. Alors, je signale quand même que dans son livre, dans l'introduction de son livre, Antoine Léon écrit notre reconnaissance va enfin à monsieur le professeur Henri Vallon, dont l'œuvre psychologique et pédagogique a été un guide constant pour l'élaboration de nos idées. C'est ce qu'écrit un conseiller du service de recherche de l'INETOP, en passant sous silence Henri Pierron. Bon. Dans son livre, Henri Vallon est cité sur 15 pages et Henri Pierron sur 2. Et pour des notions d'assez peu d'importance. Par ailleurs, en 1979, Antoine Léon a publié une étude, la seule de ce type dans son œuvre, qui s'appelle Psychopédagogie scientifique et humanisme dans l'œuvre d'Henri Vallon, dans laquelle il indique qu'il ne saurait être question de présenter ici tout ce que nous devons à l'œuvre d'Henri Vallon. Alors, le premier conflit a été un conflit essentiellement entre le Parti communiste et Henri Pierron. Alors, je vous donne quelques éléments. Le 27 novembre 1951,
dans la Boussole, qui était la revue des étudiants communistes de l'INETOP, il y avait un article sur les débouchés valables de la psychologie. Alors, ils écrivaient, ça sera d'ailleurs repris par Henri Pierron par la suite, texto, « Nous avons voulu seulement mettre en garde les inopiens, bon, à l'époque on appelait les étudiants les inopiens, soucieux de leur avenir contre une étroite spécialisation technique limitée à l'utilisation des tests. Une telle spécialisation les mènerait inéluctablement à une impasse, car il est certain que les tests d'aptitude, entre guillemets, ne peuvent se concevoir et exister que comme un mauvais palliatif à certaines des contradictions internes du capitalisme en décomposition. » C'était très à la mode, le capitalisme en décomposition à l'époque. Et il continuait, leur disparition suivra inévitablement, à brève échéance, celle du régime qui leur a donné naissance. Nous engageons, en conclusion, chaque inopien qui dispose de 2 ans de vie parisienne, parce que beaucoup étaient de province, bien sûr, avant de commencer à orienter du mieux qu'il pourra les enfants d'une sous-préfecture, à utiliser son temps au maximum, non pas pour s'amuser bien sûr, mais pour acquérir des connaissances dans tel ou tel domaine de son goût, en tenant compte de la réorientation qu'il devra nécessairement s'imposer dans un avenir que nous, communistes et même conseillers d'OP communistes, nous espérons très proche. C'est-à-dire que dans l'avenir, bon, comme en Union soviétique où les tests et la psychotechnique étaient interdits depuis 1936, il s'agissait de penser à autre chose. Alors, en réponse, Henri Pierron va convoquer en janvier 1952 les 2 promotions dans cet amphithéâtre. Son discours va reprendre ce texte en introduction et se conclure par une exhortation où vous considérez que l'OP n'a pas de base valable, et il dit « Et alors, que viennent-ils faire ici ?» et qu'il n'est guère honnête de venir ici prendre une place enlevée à d'autres, et de recevoir un subside de l'État pour s'engager dans une voie mauvaise qu'il considère comme une impasse. Alors, après cette exhortation, bon, qui n'a pas eu beaucoup d'effet, en mars et juillet 1952, à propos d'un article d'Antoine Léon, qui est une première mouture de son livre de psychopédagogie de l'OP, où il écrivait « Le vrai problème est d'étudier l'individu et sa profession non pas comme des réalités indépendantes et figées, en quoi il est tout à fait vallonien d'ailleurs, hein, mais dans leur interaction et leur transformation réciproque. En d'autres termes, il s'agit de substituer une orientation professionnelle formatrice à une orientation professionnelle révélatrice. Une orientation formatrice signifie l'autodétermination de l'adolescent en fonction d'une connaissance sûre des perspectives du marché du travail et grâce à une éducation des goûts et des aptitudes s'exerçant dans le cadre des activités multiples et variées d'une collectivité organisée et orientée vers un but. Cet article sera d'ailleurs approuvé dans une lettre par Henri Vallon. Alors, l'autre, disons, le conflit qui suit, c'est toujours des conflits plus ou moins directs, disons, c'est une intervention d'Antoine Léon lors d'une journée nationale d'études des intellectuels communistes qui a eu lieu à Ivry en mars 1953, où il mettait en cause la formation de l'INETOP, il mettait en cause le positivisme et l'orientation professionnelle qui sert de couverture à une pratique de sélection, d'utilisation d'aptitudes considérées comme immuables. Alors, le 4e conflit, alors là c'est un conflit ouvert, très curieux, qui donne une image assez étonnante de l'INETOP. C'est la note d'Henri Pierron, et c'est un texte qui à mon avis est extrêmement précieux, en plus très bref puisque c'est un recto verso.
Et ce texte de Piron, c'est le rôle d'un conseiller d'OP ne doit pas se confondre avec celui d'un éducateur, qui a été publié dans le Binocle de 1954, c'est les pages 135-136. Alors, il y a dans cet article d'ailleurs une histoire de l'orientation professionnelle par Henri Piron, qui n'est évidemment pas la même que celle d'Antoine Léon. Alors, cet article, il y a dans cet article un petit texte d'Antoine Léon qui suit. C'est-à-dire que dans une époque d'affrontement assez violent, où les positions institutionnelles des uns et des autres jouent évidemment un très grand rôle, Henri Piron est professeur au Collège de France, il a derrière lui toute une activité d'institutionnalisation, de mise en place de la psychologie en France, même si elle existait avant lui, bien sûr, mais il laisse une petite place dans le Binocle à Antoine Léon pour donner son point de vue par rapport à son article. Ce qui faisait dire d'ailleurs qu'il y avait une sorte de dogmatisme et de tolérance contradictoirement, qui est tout à fait étonnante. Alors, Piron disait, mais voici que se développe, parmi certains de ces anciens instituteurs, sous certaines influences, on voit lesquelles, mais bon, il n'en dit pas plus, un mouvement qui risque de saper les bases même de la profession et de fournir une aide à ceux qui n'ont pas renoncé à obtenir sa suppression. Accusation extrêmement grave, bien sûr, et qui a sûrement touché terriblement Antoine Léon, qui est arrivé ici, à Alger, en 1947, et qui a été formé par l'Institut. Et Piron ajoutait, il s'agirait de réduire le rôle du conseiller à une tâche d'information et d'éducation, en un retour à ce stade initial où toute technicité paraissait inutile. C'est-à-dire que toute l'œuvre scientifique, tout ce qu'il avait apporté, lui semblait totalement nié par ce que Antoine Léon voulait promouvoir. Et il ajoutait, je ne puis mieux faire que de citer quelques phrases d'un article de celui des conseillers qui s'est fait le porte-parole du mouvement, Antoine Léon, entre parenthèses numéro 1, note en bas de page, Antoine Léon appartient au service de recherche de l'INETOP, mais sa conception du rôle de l'OP lui est strictement personnelle. Ce n'est pas exact, bon, mais on voit bien pourquoi. Et là, il cite Antoine Léon, déclarant qu'il veut axer l'activité de l'OP dans une perspective plus formatrice d'aptitude et de goût que révélatrice de caractéristiques supposées immuables. Selon lui, le conseiller doit donc être éducateur spécialisé dans la formation des aptitudes et des goûts professionnels, ainsi que dans celle des qualités du citoyen. Et Piron ajoutait ce qu'il doit faire en facilitant, et il cite à nouveau, l'autodétermination de chaque adolescent, c'est étudier les problèmes posés par la vie d'un établissement scolaire et apporter des solutions pédagogiques aux questions d'inadaptation. On peut, à ce propos, se demander si Henri Piron ne critique pas ainsi la façon dont il cite ces propos d'Antoine Léon, ne critique pas non seulement Antoine Léon et certains de ses collègues, mais aussi Henri Vallon et le projet des psychologues scolaires. Parce que si on reprend les critiques, on s'aperçoit que ça décrit bien un certain nombre d'activités qui étaient celles des psychologues scolaires. C'est-à-dire l'aide à l'enfant pour s'adapter, comme l'a dit Jean-Claude, aux exigences de l'école et participer aux opérations d'orientation scolaire, étudier et s'efforcer de résoudre les problèmes posés par l'assimilation des matières scolaires par l'enfant, et il envisage enfin la structure des classes, leur recrutement, leur homogénéisation pour y suggérer des améliorations. Alors ça introduit une question qui est un autre détour, c'est les relations entre Henri Vallon et Henri Piron. Alors c'est une question qui reste extrêmement peu développée. Je n'ai pas été voir les archives et les correspondances. Bon, Henri Vallon et Henri Piron, c'est l'inconvénient, se voyaient sûrement tellement régulièrement qu'ils n'avaient pas besoin de s'écrire. Vous le savez probablement, et c'est ce que disait Hélène Gracio-Alfandéry,
que dès l'enfance, Henri Vallon fut lié d'une confiante et durable amitié avec Henri Pierron, né peu après lui et qui habitait l'immeuble voisin du sien. Ils se côtoyèrent au lycée Louis le Grand et préparèrent ensemble l'agrégation de philosophie. Et alors, pour essayer d'éclairer un petit peu leur relation, j'ai trouvé un texte qui n'est pas très connu, et qui est un texte d'Henri Vallon d'hommage à Marcel Cohen, qui a été édité en 1954. Et Henri Vallon, qui en disait plus dans des petits textes ou dans les articles que dans les grandes études, écrivait la chose suivante à propos de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus se terminait, mais avec des remous nouveaux, au milieu desquels nous avons eu à nous débattre et qui ont contribué à orienter notre destinée. Entre les anciens Dreyfusards, il faut savoir que Henri Pierron était un Dreyfusard très actif, qu'il se battait au quartier latin avec les anti-Dreyfusards, et que son père n'était pas favorable à l'innocence de Dreyfus. Il dit d'ailleurs dans son autobiographie, parce que Pierron était quelqu'un d'extrêmement réservé, et les mots sont plus que faibles, et que son père avait la même personnalité. Ils n'étaient pas du même avis, mais qu'ils n'en ont jamais parlé. C'est la famille de la fin du XIXe siècle, dans certains milieux, qui ne ressemble pas beaucoup à celle d'aujourd'hui. Donc, sur cette affaire Dreyfus, entre les anciens Dreyfusards, des frictions, des oppositions, des conflits se produisaient. Les uns, satisfaits de la justice enfin rendue à l'innocent, et parfois effarés d'avoir mis tant d'audace à la réclamer, retournaient à leurs propres affaires, à leurs travaux, à leur laboratoire, trouvant importun et indécent que l'agitation continuât. D'autres, que les exigences de la lutte avaient contraint de s'allier avec l'extrême gauche, se retournaient contre elle pour l'empêcher d'en tirer quelque avantage que ce soit, et suivaient Clémenceau dans sa croisade contre le socialisme. Et enfin, il y avait ceux pour qui le cas Dreyfus n'était pas un fait simplement individuel, mais avait une valeur de symbole, le symbole de toutes les iniquités qu'une politique réactionnaire accumulait sur le pays, et particulièrement sur la classe ouvrière. Henri Vallon étant évidemment du dernier courant. Alors, je ne veux pas médire d'Henri Pierron, mais je crois qu'il se rattache plutôt au premier. C'est-à-dire qu'un courant républicain et démocrate, mais qui refusa toujours de s'engager dans un parti, et demeura à partir de 1930 un anticommuniste résolu. Antoine Léon parlait d'un bloomiste, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, c'est-à-dire partisan de Blum. Alors évidemment, il faut savoir la scission de 1920, etc. Donc c'était encore très récent à l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Henri Vallon doit beaucoup à Henri Pierron. Et c'est ce dont on a plusieurs témoignages. D'abord celui d'Hélène Gracio-Alfanderi. Alors tout est dans la nuance, bien sûr. Et elle écrivait, grâce à l'intervention particulièrement chaleureuse d'Henri Pierron, le laboratoire de Boulogne-Billancourt, qui avait été créé en 1922 par M. Morizet, maire de Boulogne-Billancourt, dont la famille a ensuite pris des voies un peu différentes du député communiste de l'époque, mais qui était issu de la scission de 1920. Donc créé en 1922, il sera ce laboratoire officiellement reconnu 3e section de l'école pratique des hautes études, et Henri Vallon devient directeur à l'école des hautes études à cette occasion. Alors, comme c'est ce qu'écrit aussi Serge Nicolas, que de 1934 à 1936, chaque année, Henri Pierron intervient pour qu'un enseignement consacré à la psychologie et à l'éducation de l'enfant soit créé et confié à Henri Vallon. Et ce sera qu'en 1937 que le décret nommant Henri Vallon sera promulgué. Alors aux obsèques d'Henri Vallon en 1962, Marcel Bataillon, qui était administrateur au Collège de France, a pris la parole. Et il a dit à cette occasion, Vallon rejoignit donc dans notre maison le psychophysiologiste Henri Pierron,
qui avait plaidé et gagné sa cause devant l'Assemblée des professeurs. Donc il y a vraiment un rôle décisif d'Henri Pierron dans la carrière de Vallon. Alors, c'est ce qui est dit aussi dans un ouvrage issu d'un colloque qui a eu lieu ici sur Henri Pierron par les auteurs Laurent Gutiérrez, Jérôme Martin et Régis Ouvrier-Bonas. Henri Pierron qui font l'introduction de ce livre. Pierron et Vallon, proches depuis leur adolescence, ne débattront jamais directement de leurs divergences concernant la mesure des aptitudes, et sur les autres sujets aussi, je crois. Et Jérôme Martin, dans une contribution dont j'ai déjà parlé, il écrivait que pour Henri Pierron, l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle sont deux étapes successives, alors que pour Henri Vallon, il y a une différence de nature entre l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. Et je crois que c'est une idée extrêmement importante à maintenir. Alors, Henri Vallon, je crois, du fait de ses relations avec Henri Pierron, du fait du conflit qui existait entre Antoine Léon et Henri Pierron, a dû marquer quelques distances par rapport à ce conseiller qui se proclamait en plus son disciple. En plus, je crois que son livre pouvait, à l'époque où, en 55 et en 57, son livre pouvait être conçu aussi comme une tentative pour substituer aux psychologues scolaires en voie d'extinction les conseillers d'OP. Alors les études sur Henri Vallon et l'orientation, j'ai cité un certain nombre de ces études. Je dois signaler quand même, pour ceux qui voudront approfondir, que Jean Drévillon, qui est décédé il y a quelques années maintenant, avait fait une étude sur Henri Vallon et l'orientation en 1979 dans les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle. Denis Lemercier, j'en ai parlé. Catherine Dorizon avait fait une étude dans un ouvrage d'Enfer et Cannes qui s'intitule En attendant la réforme, en 2010, une étude sur orienté selon les aptitudes. Alors, pour ce qui est d'Henri Vallon et de l'orientation professionnelle, qui était le but initial, je ne vais pas rappeler toutes ces études. Je vais seulement donner quelques éléments. D'abord, un premier qui me semble important, c'est ce que disait René Zazot. Il écrivait dans son livre Psychologie et marxisme que pour ceux qui veulent essayer de comprendre les travaux d'Henri Vallon, ce serait bien mal connaître Vallon de croire que ses positions contre la christologie et contre la génétique traduisent si peu que ce soit un conformisme à l'idéologie soviétique d'une certaine époque. C'est-à-dire que non seulement Antoine Léon n'était pas n'obéissait pas à des consignes politiques dans ses travaux, ou en tous les cas la part des consignes politiques était minime dans ses travaux, même si elle existait. Et c'est bien sûr valable aussi pour Henri Vallon, qui a commencé ses premiers travaux sur la psychologie appliquée et l'orientation en 1930, c'est-à-dire avant l'interdiction des tests en Union soviétique et avant aussi bien les deux sciences que Lysenko et compagnie. Alors, un premier travail, c'est le principe de psychologie appliquée, qui reste un livre extrêmement intéressant, passionnant, qui a été publié en 1930. Alors on ne sait pas trop ce qui a fait que Henri Vallon s'est senti obligé d'écrire ce livre. On sait qu'en 1931, il a été à Moscou à un congrès international de psychotechnique, que c'est lors de ce voyage qu'il s'est enthousiasmé pour l'œuvre soviétique, mais on ne sait pas trop. On peut faire des hypothèses, on peut penser que, étant rattaché aux travaux de l'INOP,
il a souhaité écrire cet ouvrage qui figure d'une certaine manière comme un traité de psychologie appliquée, c'est-à-dire qui donne pour la première fois les principaux éléments de ce qu'était la psychologie appliquée, où il y a un chapitre sur la réclame, puisque bon, à l'époque on ne parlait pas de publicité, on parlait de réclame. J'ai encore connu ça dans les années 50, n'est-ce pas? Et bien sûr que ce livre est très différent de ses travaux habituels, qui étaient plutôt sur les délires de persécution, ou l'enfant turbulent, ou la psychologie pathologique. Alors, je ne développe pas les différentes parties de ce travail, qui peut être d'une certaine manière une revue des travaux, une revue critique des travaux. Vous savez que ça se pratiquait beaucoup dans l'année psychologique, qui permettait comme ça de repérer les recherches en cours et les résultats. Il a eu plusieurs éditions entre 1930 et 1946. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, et qui est très très frappant, c'est la façon dont Vallon rattache l'orientation professionnelle et la sélection professionnelle. C'est-à-dire, sélection et orientation sont très rapprochées. Ce qui ne donne pas une image de l'orientation forcément extrêmement séduisante, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'il la voit. Il écrit: entre la sélection et l'orientation, les points de vue sont opposés, bien qu'il y ait similitude partielle de procédés. Ou aussi, ainsi les besoins de la sélection peuvent de proche sans proche exiger une étude de l'individu tout entier et rejoindre l'orientation sur le domaine qui lui est propre. L'orientation tend à fournir le travail de la main-d'œuvre la plus apte. Alors en 1932, dans Culture générale et orientation professionnelle, donc toujours avant-guerre, au Congrès international de la Ligue pour l'éducation nouvelle, à mon avis, il s'adresse plus à Paul Langevin, qui porte un courant dans le plan de réforme très important. Bon, évidemment, Langevin étant décédé fin 1946, et moi je vois le projet de réforme comme le résultat d'un certain nombre de courants qui se sont partagés les tâches avec des terrains privilégiés aux uns et aux autres. J'imagine que Vallon a dû préserver son enfant, la psychologie scolaire, et les autres ont obligé le plan à donner une place à ce qui leur semblait essentiel, chacun ayant son domaine un peu réservé. Alors en 1932, son intervention, l'OP est très bonne, alors je cite, est très bonne pour éviter de faire fausse route, c'est déjà quelque chose, mais elle n'a pas le pouvoir véritable d'établir une correspondance entre ce que sont les individus, ce qu'est la nature de chacun et la tâche qu'il aura à remplir dans la société. Alors, on se demande quel rôle peut avoir l'OP s'il n'a pas ce rôle-là. Et il disait, l'OP, alors c'est une formule qui est très belle comme toutes les formules, l'OP est une sœur cadette de la sélection professionnelle. Alors, les sœurs cadettes, c'est quand même la même famille. Hein. Alors, en 1944, dans l'orientation scolaire, dans la pensée, alors là, les choses sont beaucoup plus claires et les points de vue sont beaucoup plus tranchés. Certains ont dit que l'Henri Vallon d'après-guerre et l'Henri Vallon d'après-guerre n'étaient pas le même. Alors bon, probablement que lorsqu'on aura une étude très approfondie de la pensée, des écrits d'Henri Vallon, on pourra comprendre un petit peu mieux les choses. Peut-être que la famille ou d'autres un jour feront ce travail, mais pour l'instant il n'a pas été fait. Alors il y a une distinction très nette entre l'orientation professionnelle et l'orientation scolaire. Alors il dit bien en 1944, l'orientation scolaire est actuellement plus un nom qu'une réalité. Ceux qui en parlent l'imaginent souvent comme une orientation professionnelle qui devrait commencer dès l'école. Ils font tort ainsi à l'école et à l'écolier. Alors il ajoute un peu plus loin, l'OP ne doit pas étendre indûment son domaine. Elle reste essentiellement polarisée vers le choix d'une profession.
elle ne saurait pas en particulier se substituer à l'orientation scolaire. Et il insiste, il écrit, il faut des psychologues que toute leur activité habilite comme des psychologues scolaires, travaillant dans les cadres de l'école, ayant la confiance des maîtres, parce que donnant leurs efforts par les mêmes buts. Ce qui définit bien sûr l'OP en négatif, hors de l'école, suscitant la méfiance des maîtres, ayant des buts différents ou opposés à ceux des maîtres. Et il revient ensuite à la charge, je cite, ce qui importe avant tout n'est pas de savoir vers quelle profession acheminer l'enfant, on voit qu'il vise, mais les études les plus propres à utiliser ses aptitudes au mieux de son développement. En conclusion, ces dernières lignes insistent encore pour ceux qui n'auraient pas compris, mais par-dessus toute autre distinction s'impose celle de l'orientation professionnelle et de l'orientation scolaire. Alors, dans une conférence en 1945, un peu de temps après, 2 chapitres se suivent qui sont consacrés aux conseillers d'orientation et aux psychologues scolaires. Alors, au sujet des premiers, il exprime sa crainte qu'ils fassent des erreurs avec des tests inadaptés et suscite un rejet de la part des éducateurs. Et il explique ensuite à leur propos qu'introduire, je cite, toute une série d'éléments hétérogènes à l'école nuirait nécessairement à la discipline de cette école, à la bonne entente des enfants, à la confiance des enfants dans leur maître. Et il fait état de conflits entre les conseillers et les directeurs d'école. Abordant ensuite la question du psychologue scolaire, il commence par une recommandation. Je dis attention aux orienteurs professionnels qui veulent entrer à l'école avec des instruments tournés vers la profession, en restant attachés au centre professionnel, c'est-à-dire à un organisme extérieur à l'enseignement lui-même. On revient à cette grande question du fait que le psychologue scolaire est issu du monde de l'enseignement, alors que le conseiller n'est pas forcément issu. En fait, il l'est, mais il n'est pas obligatoirement. Car les orienteurs professionnels arrivent comme des étrangers, ils ne peuvent pas y passer leur vie. Ils ne peuvent pas y passer notre vie, ça c'est sûr. Autre point, il complète en ajoutant, il faudra que la formation des orienteurs professionnels et des orienteurs scolaires ne se recouvre pas. La question du taylorisme et de 47, pour les différences de Régis, je n'en parle pas, mais bon, je me limite aussi. Alors, sur ce qui est du plan de réforme de la commission ministérielle, je sais qu'Antoine Léon, lui, en parlant, dira qu'il faut relativiser certaines propositions, et je crois qu'il pensait que le point de vue de Piron y apparaissait peut-être un peu trop. Et peut-être aussi, comme l'écrit Régis Ouvrier-Bonaz, qui est là une occasion ratée, en tous les cas en ce qui concerne l'orientation, pas la psychologie scolaire. Hein, ça c'est... Et alors, en 1958, dans une étude de Vallon parue dans la Nouvelle Critique, il est revenu sur Antoine Léon. Alors, dans cette étude, il oppose Vallon une conception classique positiviste fixiste et une conception nouvelle matérialiste et dialectique. Alors, la première se base sur l'inventaire incomplet d'un sujet dans le moment présent et tire des conclusions l'engageant entièrement et pour toute son existence. Elle postule l'immobilisme des aptitudes et des goûts, c'est-à-dire les positions qui sont en gros celles de Piron. Et il leur oppose une conception, et il le cite, décrite par Léon, dont, et je cite Vallon, dont le principe de base est la possibilité pour l'enfant d'être changé par les événements et par les buts qu'il poursuit en connaissance de cause. Il faudra donc alors, et je cite toujours Vallon, informer l'enfant sur les professions à sa portée, rattacher sa vie scolaire à ses projets professionnels. Alors on pourra remarquer quand même que cet éloge ne va pas jusqu'à rattacher ses pratiques et cette conception qui la fonde à la psychologie. Peu de temps avant sa mort, en 1961, ses craintes, les craintes de Vallon demeurent. Il écrit « La psychologie professionnelle », on y parle à plusieurs reprises de psychologie professionnelle, ce qui est aussi des termes assez rarement employés, tend à envahir l'école aux dépens de la psychologie scolaire. Par ses méthodes sélectives, elle risque de justifier des cloisonnements nuisibles à l'épanouissement polymorphe de l'individu et à la détection de ses aptitudes personnelles fondamentales.
c'est une psychologie de l'épanouissement contre une psychologie de l'immobilisme. Alors, en conclusion, je crois qu'on peut remarquer sur plus de 30 ans le passage de l'orientation professionnelle à l'orientation scolaire ou à l'orientation tout court et ébaucher une histoire sommaire, orientation professionnelle avant-guerre, orientation scolaire après, comme si l'objet orientation professionnelle avait disparu des préoccupations d'Henri Vallon, sauf au titre d'épouvantail. Alors je ne suis pas, comme vous pouvez le voir, parvenu à faire la part entre toutes les raisons qu'avait Henri Vallon d'apporter à Antoine Léon un soutien un peu particulier. Disons qu'Henri Vallon a toujours maintenu son point de vue sur l'orientation professionnelle, qu'elle soit diagnostique, révélatrice ou éducative, affirmée au moins à la Libération, à la fois, je crois, parce qu'elle craint l'enterrement sans fleurs ni couronne de son projet de psychologue scolaire, en quoi il n'avait probablement pas tort, qui était si fragile et décrié, parce qu'il ne veut pas intervenir dans un domaine qui est celui de son grand ami Henri Piron, et parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas accorder un soutien à la fois éclatant et paradoxal à celui qui apparaît comme un farouche opposant aux idées dominantes en OP de l'époque. Le fait qu'ils soient tous deux des militants communistes ne constitue pas un argument suffisant pour approuver un quasi pestiféré. Aussi, la tentative d'Antoine Léon ne pouvait-elle obtenir plus qu'une caution assez bancale. Voilà, merci. Paul, oui, oui, merci beaucoup. Oui. Oui, alors, Paul Lenner, merci. Merci pour ton intervention, Pierre. En t'écoutant quand tu as évoqué la boussole, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai pu aussi consulter grâce à Rémi et à toi. C'est au cahier du GEPO, du groupe des étudiants pour une orientation humaine, et dont faisait partie, et du coup ça répondra en partie à la question de Ginette, Hélène Angeville, et puis Geneviève Latreille, qui faisait partie du SGEN, et qui ont beaucoup milité pour une orientation humaine et active. Et qui vont, du coup, et c'est marrant parce que ça coïncide un peu au même moment que ton affaire avec Antoine Léon, puisque c'est à ce moment-là qu'effectivement ils vont aussi importer la psychologie sociale et relationnelle, donc essayer de fonder une autre technique de l'orientation éducative sur d'autres savoirs qui en plus concurrence clairement la psychotechnique de Piron. Latreille a fait sa thèse sous la direction de Nabil, qui en 1945 aussi, chez son compagnon d'histoire. Mais donc c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là où on essaie de refonder la pratique de l'orientation professionnelle qui, en 1955, les conseillers d'orientation sont fonctionnaires, en 1959, ils intègrent l'école, mais très mal puisqu'il n'y a pas de définition effective de l'orientation ni de leur rôle. Et donc tous ces deux camps, si on schématise, le PC et puis les cathos de gauche, vont essayer de reconstruire une définition de l'orientation qui pourrait être appliquée à l'école. Et ils vont soutenir tous les deux le statut qui va échouer, mais de conseiller psychologue en 60, qui échoue en 64, et qui prévoyait aussi, si la mémoire est bonne, le statut de psychologue assistant. Et donc la FPS, Paul Payet, etc. vont intervenir pour dire qu'il n'y a rien d'être sous la tutelle de ces gens qui ne font que des tests. C'était compliqué parce que la psychotechnique a très mauvaise presse après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, il faut. C'était la formule de Pierre Combès quand je la voyais, c'était on va pas jeter, on va pas jeter télé avec du bain. Comment reconstruire un nouveau savoir? Comme je suis pas loin de toi, je vais pas me prendre les micros. À plusieurs reprises, vous avez dit le mot domaine, le mot territoire, etc. Ça me faisait repenser à la manière où les centres d'orientation avaient été mis en place sur le plan territorial,
moi, ma première nomination, je crois que Guy était partie, mais elle pourrait témoigner. Toi, tu étais juste avant. Le CI, le centre d'orientation, était dans un cimetière à Asnières, hein, à côté de l'usine Chausson, ou en face. Ce qui veut dire que l'usine Chausson, le bistrot, où quand même les conseillers d'orientation mangeaient avec les ouvriers, hein, tu pourrais... Voilà. Ben, témoigne. Voilà. Et on cassait la croûte ensemble, donc on pouvait dialoguer entre les ouvriers, les psycho-intello conseillers, mais les gamins venaient au cimetière pour s'orienter. Donc quand tu parlais de sélection, pas mal. Hein, le choix de l'éducation nationale de nous mettre là, alors il y avait le GIRGA, je ne sais plus très bien ce que c'était que le GIRGA, qui payait le chauffage, je crois, groupement inter des régionales de quoi, je sais pas ce que c'était. Il y avait des employeurs, des entreprises dedans, voilà. Donc c'est quand même important tout ça. Oui, moi j'ai été intéressé par ton intervention. Sur l'orientation, il y a entre Vallon et l'orientation un point de vue un peu différent. Je pense qu'on peut répondre déjà à un certain nombre de questions hein, que tu te poses par rapport à ces liaisons, et on trouve en particulier par rapport au livre de 30 que tu cites hein, sur la psychologie appliquée. Ce livre est précédé 2 ans avant par un article qui paraît dans le journal de psychologie sur orientation professionnelle et sélection, qui me paraît moins déterminant et qui est effectivement à l'origine de la position de Vallon concernant la psychologie scolaire. En gros, il dit il faut adapter l'enfant au métier, et c'est le travail de l'orientation professionnelle, ou il faut adapter le métier à l'enfant, et c'est le travail du psychologue scolaire, de la sélection scolaire. Et il me semble que là, très tôt, on a la différence faite par Vallon à ce niveau-là, et va s'en suivre la conférence qu'il va faire au Congrès de l'éducation nouvelle en 1932, où il relie orientation et orientation scolaire essentiellement au problème de la culture. Et ce texte, à mon avis, est déterminant à la fois pour les conseillers d'orientation psychologues et pour les psychologues scolaires. On peut comprendre là effectivement ce qui peut se jouer à ce niveau-là, en particulier au niveau de la sélection professionnelle, et ça renvoie, me semble-t-il, à ce qu'il dit dans l'introduction du livre de Léon sur la psychopédagogie de l'orientation. Vallon dit ce qui est en jeu dans l'orientation, c'est la compréhension de la transformation technique auxquelles les jeunes sont soumis. Et il relie ces transformations techniques au problème de la culture, ce qui est à mon avis déterminant, par rapport en particulier à la connaissance du monde professionnel. Et je crois que s'il y a aujourd'hui un lieu possible de discussion entre les psychologues scolaires, les ex-psychologues scolaires et les conseillers d'orientation psychologues, dans le corps unique, c'est autour de la compréhension de cette transformation technique, dont les métiers, bien évidemment, font partie. Et je crois que si on fait l'impasse sur cette question, et les difficultés que nous avions à discuter dans les années 70-80, au moment où je débutais ma carrière avant de venir enseigner dans cette maison, buter sur cette compréhension, sur cette absence de perspective historique. Je crois que si on reproduit les mêmes erreurs, on aura du mal à donner corps et vie au corps unique de l'éducation nationale. Je crois que ça me paraît, moi, relativement important. Et je crois que ce qu'on fait référence à l'opposition entre Vallon et Pierron, c'est intéressant parce qu'ils sont tous les deux dans cette maison-là. On verra aussi comment la psychologie peut passer par des lieux bien définis. Vallon est ici, au premier étage, deuxième étage. Vallon, pardon, est au cinquième et Pierron est ici. Et ils discutent rarement, voire jamais, de ces questions de l'orientation professionnelle. Et du coup, ce qui va être l'occasion pour eux de dialoguer à distance, ça va être effectivement la formation des conseillers d'orientation et la formation des psychologues scolaires.
Parce que les premiers psychologues scolaires vont se rendre systématiquement dans ce laboratoire du 5e. Ça va être le lieu de formation. Et 2 étages en dessous, il y a la formation des conseillers d'orientation. C'est une façon pour eux de dialoguer, parce qu'il n'y a pas d'absence de débat public, sur ce que peut-être une psychologie scolaire soit tournée vers l'orientation ou vers l'adaptation. Parce que si on revient aussi, tu parlais du conflit entre Pierron et Léon, par rapport à une promotion. Il faut savoir que probablement, à ce niveau-là, si on fait retour à des documents, j'ai trouvé, moi, dans les archives du CNAM, je ne me souviens plus qui m'en avait parlé, à ce moment-là, une lettre du représentant du patronat français au CA du CNAM, il faut savoir que l'INETOP dépend du CNAM, qui proteste vivement contre l'attitude de Léon, qui critiquerait dans un article la position du patronat. Et que probablement, au bout du compte, c'est les services administratifs, c'est le directeur du CNAM qui va noter, qui va apprécier les conseillers directeurs, ou en tous les cas qui va transmettre avec son avis. Et que si Léon est sanctionné, c'est probablement aussi par rapport à ces plaintes-là. Il faudrait revérifier la concordance des dates, parce que, alors peut-être que c'est pas ça, mais il y a eu depuis longtemps un conflit, que Rager parlait ou évoquait auprès du directeur, qui fait que Léon était sanctionné. Il faut savoir aussi que cette introduction que tu juges, disons, critique, elle l'est probablement parce que ce qui reproche peut-être à Léon, c'est, comment on pourrait dire, c'est la difficulté encore qu'à cette époque-là, Léon, il a dû théoriser sa conception de l'orientation éducative. Et je pense que l'évolution qui va s'opérer à travers son passage à Toulouse, auprès de Malrieux. Et c'est Vallon qui fait le nécessaire pour que... Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'est Vallon qui fait le nécessaire pour que Léon, écarté du service de recherche de l'INETOP, puisse avoir un point de chute, et c'est auprès de Philippe Malrieux, qui est un élève de Vallon, très très clairement, qu'il va commencer à se constituer chez Léon une perspective théorique pour penser à la question de l'éducation éducative. Et on revoit d'ailleurs, quand on regarde par exemple des textes de 62, en 62, il produit un texte sur la technologie dans le bulletin de l'éducation nationale, qui à mon sens est remarquable, dont on parle rarement, où là, il insiste effectivement sur les transformations techniques. Façon de poursuivre notre discussion ensemble sur cette question-là, parce que je connais, je sais nos désaccords, mais je crois que ça vaut le coup d'en discuter, puis du coup d'en discuter aussi publiquement. Merci. Oui, alors bien sûr, je vais vous oublier de citer Denis aussi, qui sur les questions de l'aptitude Oui, bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire, notamment, par exemple, sur la psychologie soviétique, parce que, Vallon, moi, ce qui m'a surpris par rapport à Vallon, c'est que, apparemment, il a des rapports avec le réflexe conditionnel, j'ai oublié le nom. Pavlov, voilà, et que Leontiev, il n'en parle pas beaucoup. Alors ça me surprend, tout au moins, ça paraît pas dans ses écrits. Et donc, là, c'est une question pour moi. Et c'est aussi pour montrer la diversité de ce qu'est la psychologie soviétique. On a présenté ça, notamment, concernant la psychanalyse, c'est pas forcément tout ce qu'on a dit. Bon. Bien, cela dit, le contexte de notre discours actuellement, c'est avec la réintroduction de la sélection dans l'enseignement supérieur. Petite provocation qui n'était pas forcément absolument absente du plan Langevin-Vallon. Autre part, il me semble qu'il y a une chose aussi qui doit intervenir dans l'attitude de Vallon, c'est qu'il y a une forte opposition politique à l'égard de Vallon aussi. Il ne faut pas oublier que sa retraite au Collège de France, il n'y a pas eu les habiletés nécessaires, on n'a pas reconnu ces années pendant lesquelles il a été rayé par le régime de Pétain de son enseignement au Collège de France. D'ailleurs,
je te leur parler de son activité de résistant qui n'est pas forcément. Et viré au bout de 15 jours par De Gaulle de sa place de ministre pour le remplacer par un capitaine. Non, mais pour montrer l'opposition politique. Et je l'ai encore vécu personnellement. Ce que je devais faire dans une antenne d'ESP normande, je ne dirais pas laquelle, un exposé sur Vallon et le plonge à Vallon. Et la veille de mon exposé, le directeur m'a téléphoné pour me dire « Vous ne le faites pas ». Voilà. Alors, non, je ne peux pas en développer. Bon, d'autre part, moi, tu as parlé d'un article de Vallon, c'est pour ça que je compte, de 1928. Moi, je pense à un autre de 29 qui s'appelle Orientation, non, c'est Sélection professionnelle, c'est celui-là. Écrit en 28 et d'accord, bon, mais Vallon, là, il est quand même surprenant. Il approuve la sélection dans l'entreprise parce qu'elle permet l'augmentation du profit. C'est quand même assez surprenant. Pour moi, j'aurais tendance à dire que parfois il est un peu gêné parce que si on le voit d'un point de vue psychanalytique, il y a des choses qui traînent. Et il va faire appel à une organisation patronale pour étudier la question des accidents du travail. Je ne sais pas si c'est au patron qu'on peut faire confiance pour étudier les accidents du travail. Donc là, tu as parlé de la coupure qu'il peut y avoir avant la guerre et après la guerre. Moi, je me la pose à ce moment-là, parce qu'il y a des choses qui sont surprenantes. Et il y a une autre chose, puisque tu as cité mon article, que je soulevais aussi comme question, c'est que je pense que Vallon idéalise l'école, de la même manière qu'il idéalise, mais en négatif, le monde du travail. C'est-à-dire que le travail, il le voit comme je le pense qu'il est, c'est-à-dire lieu d'exploitation et d'aliénation, mais il a l'aspect positif aussi du développement du travailleur, et ce que ne voit pas Vallon. Et d'autre part, bien sûr, qui est dominé par le premier aspect. Et l'école, pareil, c'est une école de bisounours où tout est bien, hein, où le développement de l'enfant est assuré, et puis ça me semble assez surprenant. Oui, dans l'exposé qui est très riche, il se pose beaucoup de questions. Il y a des questions d'appréciation. Par exemple, on peut dire que Pierron était communiste, anticommuniste, c'est vrai. On peut dire aussi qu'il faisait preuve d'une grande lucidité sur l'Union soviétique. Mais c'est pas là-dessus que je vais intervenir. Tu as bien montré que bien montré dans le détail comment Léon proposait par passage, disons, d'une orientation diagnostique, d'une orientation éducative. On a rappelé là qu'il y avait un deuxième courant qui, avec la Treille, et plus tard Solazzi, qui allait dans ce sens. C'est-à-dire d'un côté les communistes, de l'autre les cathos de gauche. Mais il y a un troisième courant aussi dont on n'a pas parlé du tout, c'est la psychologie américaine. La psychologie américaine traitant d'orientation, depuis les années 40, est dominée par Donald Super. Et Donald Super vient à Paris, je ne sais pas, j'ai écrit ça quelque part, mais je ne sais pas les dates en tête, mais Donald Super vient à Paris, et alors il est invité, pas par l'INOP, il est invité par le laboratoire de la rue Serpente de Fraisse. Il vient quand même faire une conférence à l'INOP, mais Pierron le reçoit avec des facettes, parce qu'il développe des idées qui vont préparer l'orientation éducative. Et il est bien accueilli à Lyon. Et le BINOP publie quand même un article de Super, mais précédé d'un petit texte de Pierron, qui est une mise en garde. En substance, il dit on publie ça parce qu'on peut faire autrement, mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. Alors, c'est pas comme ça, mais c'est ça le sens profond. Donc, alors, ce qui est important, c'est que cette psychologie américaine, qui va connaître un grand développement de la nouvelle orientation, elle va être récupérée par les cathos de gauche. Alors que Léon va tirer à boulet rouge sur Super, comme étant représentant de la police américaine, etc. C'est pas longtemps, moi je connais moins Léon que toi, mais je connais au moins un texte de Léon où il tape très dur sur Super. Alors, alors ça présente un gros avantage de s'inspirer des Américains, parce qu'ils ont l'avance.
Pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce que la scolarité est plus développée chez eux, hein. Pas faire d'illusions. Et alors, du coup, ils ont élaboré des techniques qui vont au-delà de l'information que proposait Léon. Et ça, en France, c'est la DVP. Et la DVP, c'est ça qui a été le moteur, à mon avis. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est un problème. On peut trouver plein de choses. Mais ça a quand même été le moteur, je crois, un des moteurs importants en tout cas, pour passer cap à aller vers une orientation plus éducative. Donc, je voulais signaler le rôle des Américains, et puis les cathos de gauche et les communistes n'étaient pas unis du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de point commun. Qui est-ce qui veut intervenir? C'était juste une remarque parce que beaucoup de choses que je voulais souligner ont déjà été dites et bien mieux que je n'aurais pu le faire. Mais la question, c'est effectivement quel modèle, quelle conception du sujet et quel modèle psychologique on peut développer pour remplacer la psychotechnique. Et je pense que c'est à cette époque-là, donc c'est ça qui est en cause. Et les critiques de Vallon sur l'orientation professionnelle apparaissant comme de la sélection sont quand même très liées à la psychotechnique et aux moyens utilisés. Par contre, je ne peux que rejoindre ce que dit Régis, sur une vision des métiers et de la découverte des activités professionnelles fortement liées à la culture et aux disciplines scolaires. Et là, on retrouve quand même des préoccupations qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi c'est un objet pour les psychologues. Et je pense, moi, que c'est tout à fait d'actualité, parce qu'aujourd'hui, avec la création du Coronic, sa conseiller d'orientation-psychologue pouvait laisser l'ambiguïté pour peut-être nos décideurs et puis voilà, peut-être aussi des collègues sur le terrain. Le positionnement clair de psychologue de l'éducation nationale amène à repenser comment, en tant que psychologue, dans l'école, on aborde ces questions. Je pense que c'est une question qui est vraiment complètement d'actualité. Et que, bon, voilà, les choses ont cheminé, on a découvert aussi d'autres auteurs qui peuvent nous servir de référence. Mais non, je voudrais appuyer complètement ce que dit Catherine. Je crois que travailler sur les métiers reste fondamental, sur l'économie, sur les territoires, et que là, il faut qu'on fasse très attention à ça, sur les gestes de métier. Autrement, on va perdre plein de choses. Il faudra réinventer la Lune. Bon. Mais je voudrais aussi insister sur les apports internationaux. À plusieurs reprises, on a dit dans cette assemblée bon, qu'il y avait eu des gens qui venaient d'ailleurs, Michel vient d'en parler des États-Unis, de l'influence, et quand vous parliez de René Vazo, que j'aime beaucoup, je voudrais aussi parler de Bianca. Bianca, qui venait avec sa Pologne dans la tête, hein, et qui était ici dans cette maison, et qui a apporté énormément de choses, et qui est sur le terrain. Moi j'ai beaucoup apprécié quand elle est venue, alors vous allez dire avec le Gennevilliers, oui, elle est venue à Gennevilliers lorsqu'on avait des radios locales, elle venait parler avec les ouvriers, avec les enfants, elle venait parler de l'articulation CM2 6e, chose qu'on a abordée là tout à l'heure, elle répondait aux questions des parents qui lui téléphonaient de manière anonyme, hein, les parents d'enfants de 6e, etc. Et Bianca répondait très gentiment à tout le monde sur une radio de manière bénévole, j'insiste, donc militante. Alors je vais parler d'autres apports internationaux, parce qu'on a ici reçu dans cette maison des gens qui venaient d'ailleurs, de loin, et on n'en a pas parlé du tout là. Bon, donc quand on va devoir réfléchir au métier, c'est ça. J'ai parlé surtout de 1955. Oui, hein, donc je me suis limité. Donc si vous voulez bien vous limiter aussi un petit peu, disons qu'on pourrait échanger beaucoup plus facilement. Je précise juste, pour
pour que ma pensée ne soit pas mal interprétée, que le souci d'aborder la question des activités professionnelles et des métiers en tant que psychologue ne peut pas le dissocier de la question d'éducation et donc de tout ce qui porte sur la contribution à la réussite scolaire, mais non plus de tout ce qui porte sur le développement psychologique et social des adolescents. C'est-à-dire qu'il me semble que notre problème aujourd'hui, voilà, c'est de réussir à faire les liens entre ces trois ponts, entre ces trois pôles plutôt, et qu'ils soient reconnus. Ah. Je suis psychologue à l'Éducation nationale. Avant de devenir, j'avais longtemps hésité, étant issue de la psychologie pathologique et clinique. Je craignais d'une part de m'ennuyer, par ailleurs, je redoutais de faire la sélection. Et puis, en entrant à l'Éducation nationale, j'ai fini par le devenir, j'ai découvert un métier très riche, et la parole que je vais donner là est certainement transgressive, puisque j'ai découvert, et je remercie les organisateurs de cette journée, l'importance des liens diachroniques entre les disciplines, que ce soit l'histoire, la filiation, la philosophie, qui mène à la psychologie scolaire étant la petite fille de la philosophie. On est donc au carrefour de ces liens et aussi au carrefour des liens horizontaux ou synchroniques de type transdisciplinaire. J'aime bien transdisciplinaire parce que dedans il y a de transgression, oser aller vers d'autres zones de savoir égale pouvoir, pour ceux qui connaissent Charlot. Et des sciences horizontales comme par exemple les sciences d'éducation, sciences humaines, sciences sociales, j'en citais plein, la systémique, la psychanalyse, le socioconstructivisme, Piaget, on n'a pas cité Vygotsky, les neurosciences maintenant, l'ethnopsychiatrie, la socio. On est au carrefour, notre métier est au carrefour de toutes ces sciences humaines et sociales, sciences d'éducation. Et c'est important d'être ouvert à tout cela pour arriver à un niveau méta-réflexif qui fait qu'on n'est pas des dupes de ce qui se passe, de ce qui se joue autour de l'enfant, je dirais du sujet. J'ai pas entendu une fois le mot sujet dans le débat jusqu'à présent. Cette rencontre méta-réflexive nous permet à nous psy, et c'est dans le code de déontologie que tout le monde doit appliquer, je voudrais le rappeler, est importante, donc cette rencontre, cette posture méta-réflexive est importante pour garder une posture ouverte, empathique, épistémophile en permanence, être toujours à l'affût de l'actualité de la science, comme le dit le code de déonto, encore une fois, de plus en plus nécessaire à adapter aux différentes origines culturelles des enfants que nous rencontrons. On est à l'heure de la mondialisation. Je voudrais dire qu'il y a eu d'abord avec les psychologues du premier degré une posture positiviste, enfin optimiste, et puis avec vous, les conseillers d'orientation, une posture plus négative. Je voudrais dire que l'endroit ici n'est pas neutre. À l'INETOP, il y a aussi la chaire de formation d'adultes qui a été créée par Marcel Lenné, un ancien instituteur, au service du développement de la personne. L'orientation tout le long de la vie, ça va de pair avec l'éducation tout le long de la vie. Ce sont des leitmotivs au CNAM. Quand on doute de ce qui se passe au CNAM, moi j'y mène une recherche au CNAM, et pour faire le lien entre la formation initiale et la formation continue. Et je voudrais dire que ce sont des vecteurs positifs à relier au code de déontologie. Tout ça pour dire que s'il n'y avait pas de psychologue à l'éducation nationale et de conseiller, que deviendrait le jeune exposé à la violence du monde mondialisé maintenant, avec la complexité des mutations technologiques, etc. L'orientation vient du mot orior, naître, pour connaître, s'orienter, se découvrir soi avec des outils de connaissance de soi et découvrir le monde environnant. C'est indispensable à l'heure actuelle d'avoir des outils pour comprendre le monde. Et puis, même s'il y a sélection à l'école, il y a la chance d'avoir des établissements comme le CNAM, c'est la formation tout le long de la vie. Au CNAM, on peut passer son bac. Moi, quand j'y vais, je rencontre des gens qui viennent de tout en bas. C'est un métier de pote formidable. Donc, je veux dire, il est permis d'espérer qu'on fait des choses pour le sujet du développement de la personne. Alors, c'était un cri du cœur pour dire qu'il faut y croire à notre métier. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, très brièvement, un vaste programme. Mais Geneviève Latreille, bon, bien sûr,
Il y aurait beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Merci à Paul Lénier pour sa remarque. Pour ce qui est de 55, j'ai retrouvé dans les archives d'Antoine Léon, parce que j'ai un privilège par rapport à vous, c'est d'avoir ces archives, et donc il y a eu un débat avec Boquillon. Boquillon, qui, vous ne le savez peut-être pas, était un des instituteurs d'organisation d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, qui a été ensuite un militant du Front National dans les années, jusque dans les années 60, et qui avait repéré un article de Léon dans lequel il critiquait l'apprentissage comme de la main-d'œuvre gratuite pour le patronat. Et il avait dénoncé Antoine Léon au CNAM sur ce sujet-là. Et donc l'affaire Boquillon, on lui a demandé que Léon revienne sur ses propos. Ça a donné un débat très très vif, entre autres qui a figuré dans le bulletin de la COF de l'époque. Alors la promotion d'Antoine Léon ici, ça s'est fait de la manière suivante, semble-t-il, c'est que Maurice Reclin, on a imposé à Maurice Reclin le fait qu'il ne soit pas promu, le seul, alors qu'ils étaient promus chaque année tous, sans exception. Et la pétition a fait que la direction ici est revenue sur la décision, mais le CNAM l'a maintenue. C'est-à-dire qu'il est le seul à ne pas avoir eu de promotion au grand choix. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, bon, c'est évidemment un désaveu extrêmement net et précis. Pour ce qui est du travail, vous savez que dans les principes de psychologie appliquée, il y a entre autres ce texte, le travail est une activité forcée. C'est-à-dire que le travail n'est pas du tout quelque chose qui correspond à un développement et quelque chose de naturel. Je peux le trouver assez facilement. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, ce n'est pas le rôle du travail ou des activités professionnelles, parce que ce rôle, il a été élaboré dans un petit livre qui s'appelle « Pour l'information professionnelle des jeunes gens de 14 ans » par l'équipe Baquet, Cambon, Chaudagne et Léon, à l'époque, qui est un livre qui permet d'informer sur toutes les professions. Donc c'était un souci très important. Mais dans les textes que j'ai cités, ça n'apparaît pas comme quelque chose de décisif du tout. Alors, le problème, c'est que si on fait une étude historique, on parle de ce qui existait à l'époque, et non pas de ce qu'on aurait souhaité après, ou qui a pu se développer après. Alors, ensuite, pour ce qui est de Donald Super et de l'avenir des idées d'Antoine Léon, personnellement, je l'ai fait dans un exposé du Gréau, j'estime que ces idées, de manière souterraine, ont irrigué les débats et ont eu un développement dans la profession. Il y a toute une série de personnes, dont Pierre de Marais, qui par ailleurs ne partageait pas grand-chose en commun avec Antoine Léon, n'est-ce pas, mais qui était sur des mêmes bases d'une psychopédagogie de l'orientation professionnelle. Donc, avec Michel Hutto, nous n'avons pas le même point de vue, parce que, bon, même avec Régis, c'est pareil, hein, bon, nous ne voyons pas les choses pareilles. J'ajoute quand même que le texte de 29, dont parlait Régis, c'est un passage de principe de psychologie appliquée. C'est-à-dire que tout se résume à principe de psychologie appliquée. Il n'y a rien avant 29, qui est un chapitre de principe de psychologie appliquée. Et moi, personnellement, on peut faire des hypothèses. Moi, je fais aussi des hypothèses, mais les certitudes, on n'en a pas beaucoup. Quant aux discussions entre Pierron et Vallon, moi, je ne pu pas cacher derrière la porte pour savoir ce qu'ils discutaient et ce qu'ils débattaient entre eux. Mais du point de vue des articles, du point de vue des documents qui nous restent, on n'a pas d'éléments. Donc on peut supposer bien sûr que chaque jour ils se disputaient ou ils ne se disputaient pas. Mais les échos qu'on a des années 60, je dépasse un peu, c'est que les gens du 5e et les gens du 1er se regardaient de travers. Bon, donc les débats... particulier, qui à mon avis était un philosophe, c'est-à-dire qui est devenu marxiste
et moi je crois communiste dès 1920, et non pas en 1942 quand il a adhéré au Parti communiste, et qui a une base théorique extrêmement profonde et solide. Et c'est sur cette base-là qu'il a élaboré pas mal de documents, et le courant Léon, c'est un courant marxiste, alors qui pose un énorme problème que j'ai vu moi récemment à partir d'un texte d'Henri Lefebvre, qui a fait un livre sur le marxisme, que sais-je, mais qui est un intellectuel extrêmement curieux et intéressant, c'est que Vallon, c'est l'idée du développement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui limitent les jeunes et les enfants à un certain nombre d'aptitudes et ceux qui les développent. Et c'est peut-être pas par hasard si ici c'est devenu le CRTD, c'est-à-dire le développement, mais le développement chez Vallon, c'est comme s'il y avait une possibilité en dehors des conflits de classe et de la société, la possibilité de développer l'enfant comme ça, un petit peu comme s'il était une fleur qui a besoin que d'être arrosée. Et ça, je crois que c'est à la fois une utopie vallonienne, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi ça s'appuie, parce que la société ne fonctionne pas avec un simple développement, et une illusion qu'on retrouve d'ailleurs dans le plan Langevin-Vallon, c'est-à-dire qu'on va développer les enfants, ils vont se développer, ils ont la possibilité de se développer. Mais pourquoi, comment et ça c'est une question qui mériterait en elle-même d'énormes débats, parce que on a peut-être tous un peu l'idée qu'on va développer les enfants. Bon, ils se développent comme ils peuvent, j'ai l'impression plutôt. Mais bon, moi je ne vais pas plus loin parce que Francis va être très, très perturbé. Merci beaucoup pour vos questions. C'est vrai qu'il reste très peu de temps. Alors moi je vous propose le schéma suivant. Je vous ai parlé pendant une demi-heure, on va encore supporter ça, donc saturation positive, puis il y aura une dizaine de minutes pour échanger. D'abord, je voudrais remercier Pierre de m'avoir invité. Micro. Je sais que derrière ça. Non, d'accord. Voilà. Je voulais remercier Pierre de m'avoir invité. Puis il y a eu aussi un compagnonnage amical et intellectuel entre nous.